Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec François Claus. Et avec Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir François, bonsoir à tous. Quelque chose me dit qu'on va faire le tour de la Méditerranée, cette Méditerranée en plein bouillonnement. Votre invité ce soir est un grand spécialiste du monde arabe, Antoine Basbouz. Il va être question d'Israël, de Libye et d'Algérie, j'imagine. Exactement. Bonsoir Antoine Basbouz. Bonsoir Sonia. En Israël, Benyamin Netanyahou est sur la route d'un 5e mandat. À chaque élection, on pourrait dire, et à la fin, c'est Netanyahou qui gagne. Malgré ses déboires judiciaires, il est et il reste, Antoine Basbouz, l'homme fort d'Israël. Oui, il a le sens de la campagne, il a le sens de la formule, il a des méthodes qui peuvent être pas toujours très orthodoxes, mais finalement c'est lui qui gagne. Cette fois-ci il a remporté le meilleur score pour le Likoud, mais en même temps ses adversaires bleu-blanc, le général Gantz, en 3 mois il l'a égalé. Donc en face, il y a également un adversaire qui est réputé, qui a une assise, qui a une crédibilité, puisqu'il a été le dernier chef d'état-major de l'armée israélienne. Et ça ne sera pas un adversaire facile. D'autant plus que Netanyahou a beaucoup de casseroles. Il est, pour l'instant, il y a 3 procédures pénales qui le suivent et il peut être mis en examen au cours de cette année. Et l'État d'Israël étant un État de droit, on a vu il n'y a pas très longtemps un président de la République, Moshe Katsav, en prison. On a vu également ancien Premier ministre Ehud Olmert en prison. Ils étaient tous les deux en même temps. Donc Netanyahou, il a le 5e mandat là qu'il vient de remporter, mais aussi il peut aller en prison. Bien sûr, il y a cette épée de Damoclès judiciaire, mais politiquement, quelques jours avant le scrutin, Netanyahou a promis d'annexer les colonies israéliennes situées en territoire palestinien. Une telle annexion, Antoine Basbouz, ça signifie la fin du projet des 2 États, ça n'existe plus. La solution des 2 États est déjà morte depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'Israël multiplie les faits accomplis, a enlevé l'assise de 2 États, c'est-à-dire l'assise territoriale, en multipliant les colonies. Il y a maintenant quelques 500 000 colons qui sont en Cisjordanie et un peu moins qui sont à Jérusalem-Est. Ces gens-là, c'est, irréversible, ils ne vont pas rentrer. Et puis la cause palestinienne s'est affaiblie, notamment depuis le 11 septembre 2001. Et puis après, un deuxième coup, c'était les tsunamis arabes de 2011 et depuis. Donc sur la scène régionale... C'est un mythe, les 2 États. Sur la scène régionale, sur la scène internationale, cette solution de 2 États est quasiment enterrée. Ce scrutin israélien, il a été suivi de très très près par les États-Unis, par Donald Trump. Et d'ailleurs, en Israël, il y avait même le président américain sur des photos, sur des panneaux, d'immenses panneaux électoraux avec le Premier ministre Netanyahou. On sait que c'est une alliance stratégique et une très grande proximité. On peut dire, Antoine Basbouz, que l'un des premiers électeurs de Netanyahou, c'est Donald Trump. L'un des promoteurs de Netanyahou, c'est Trump. L'année dernière, il lui a fait un premier cadeau de reconnaître Jérusalem comme capitale et de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et 2 semaines avant les élections, il lui a fait un 2e cadeau majeur, c'est-à-dire la reconnaissance du Golan comme étant une terre israélienne. Dont on parle peu, ça c'est à rebours de tout le droit international, oui, le plateau du Golan. Oui. Mais il n'est pas le seul grand électeur. Il y a Poutine aussi, Vladimir Poutine, il y a 3 jours avant les élections, l'a reçu au Kremlin et il lui a restitué la dépouille d'un soldat mort il y a une 30aine d'années. Et donc Netanyahou est rentré en Israël avec cette dépouille en grande pompe. Et donc il y a les puissants de la scène internationale ont voté Netanyahou. Les puissants sont derrière lui. Et où sont les puissants quand il s'agit de la Libye? On va parler de ce qui se passe en ce moment, Antoine Basbouz, parce que malheureusement on en parle peu dans les médias. Les combats font rage et beaucoup de gens, des milliers de gens sont déplacés. Que se passe-t-il à quelques heures de vol de l'Europe? Il y a une grande division en Libye qui remonte au désastre qui a succédé à la disparition de Kadhafi en 2011. C'est-à-dire c'est un pays sur lequel avait régné Kadhafi depuis 1969, mais il n'y a ni institution, ni État, ni armée, ni justice, ni quoi que ce soit. Donc de ce fait, le pays s'est émietté. Et là, il y a un général qui, en 2014, s'est dit « je vais réunifier le pays ». Il a pris en main la Cyrénaïque, l'Est
l'est du Mais pays. qui est-il, ce général Haftar? C'est l'homme de qui? C'est la question qu'on se pose, Antoine Bazbouz. C'est un camarade de Kadhafi. Il a été fait prisonnier lors de la guerre du Tchad. Il a été aux États-Unis. Il était opposant à Kadhafi à la fin. Il a tenté de le renverser en vain. Et puis, après la révolte de 2011, il est rentré au pays. Et lui-même, il a un narcissisme équivalent de celui de Kadhafi. Kadhafi n'était que colonel. Et lui, il s'est fait nommer maréchal. Mais il a une fonction dans cette Méditerranée. Dans une Libye en total désordre, il a réussi à contrôler la Cyrénaïque. Il a contrôlé les terminaux pétroliers. Et puis, il y a quelques mois, il a donc contrôlé l'arme du pétrole entre les mains. gisements pétroliers dans le sud, Mais Antoine à la Bazbouz, ce qui est frontière du Tchad. inquiétant, c'est que là, il va avec ses hommes vers des zones plus denses en population, c'est-à-dire des morts, des civils, des déplacés. La communauté internationale ne dit rien, ne parle pas. La communauté internationale peut-être Si elle existe. voit dans la démarche de cet homme une tentative d'unifier la Libye sous l'autorité d'un homme qu'elle connaît et d'écarter les islamistes les plus radicaux et les moins radicaux. Et d'ailleurs, Haftar, qu'est-ce qui le motive? D'abord, évidemment, il y a le narcissisme, il veut succéder à Kadhafi en quelque sorte, mais aussi il a contrôlé les terminaux et les gisements, mais il ne reçoit que presque 10% des recettes. Donc il veut aller à Tripoli, contrôler la NOC, contrôler la Banque centrale, contrôler le pouvoir, unifier la Libye sous son autorité. Et là, on retrouve la Russie derrière lui de façon extrêmement claire. On retrouve également l'Égypte, les Émirats arabes unis. Des pays européens sont assez sensibles à cette démarche, même s'il les a en quelque sorte surpris. Et il s'est affranchi, il est allé Mais trop vite. Mais il faut faire attention, il est allé trop vite. Attention au chaos qui peut encore s'installer et perdurer, parce que ce qui se passe en Libye nous concerne au premier chef, parce que s'il y a des déplacés, ça veut dire qu'il peut y avoir des flux migratoires qui peuvent redoubler aussi. Je crois que les flux migratoires sont derrière les Européens, puisque la Libye était un champ à ciel ouvert. Des centaines de milliers ont transité par la Libye. Maintenant qu'il faut le dire, on peut dire que les Italiens de Salvini ont mis un coup de frein à cette migration africaine. Et ce qui se passe en Libye aujourd'hui favorise l'arrêt de cette migration. Ce que je veux dire, c'est que par sa démarche, Haftar a torpillé le plan de l'ONU d'une solution d'une conférence nationale qui devait se tenir à la fin de cette semaine. Je note que vous avez dit tout à l'heure, Antoine Bazbouz, pour parler de la situation émiettée et morcelée de la Libye, que c'était depuis la disparition de Muammar Kadhafi. Vous aurez pu ajouter depuis l'intervention notamment française, franco-anglaise. C'est depuis ce moment-là que le pays est divisé, morcelé. Disons que Kadhafi, après un règne d'une quarantaine d'années, n'a pas laissé derrière lui un État et il a menacé ses citoyens d'écrasement. Il les considérait comme des rats qu'il voulait Bien buter. sûr, évidemment. Donc de ce fait, la communauté internationale, la France n'avait pas agi en dehors du Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne non plus, et les Américains avaient été en soutien. Pour conclure, on a parlé du Moyen-Orient, on vient de parler de la Libye, il y a également l'Algérie. Bref, on a l'impression que c'est une région, je fais le lien entre le Moyen-Orient et la Méditerranée, le Maghreb, en pleine effervescence en ce moment, ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. C'est vrai. Pour l'Algérie, il y a une première manche qui a été remportée par la mobilisation populaire. L'armée a évacué Bouteflika pour mieux contrôler et sauver le pouvoir, le régime. Or, la mobilisation ne veut plus de ce régime, ne veut plus des apparatchiks issus de ce régime. L'armée veut reprendre la main. Il y a un bras de fer qui se dessine, dont la première étape, ce sont les grèves générales qui s'annoncent. Et là, je crois que les choses vont se corser. À suivre donc, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Antoine Bazbouz. C'est important de parler d'international, évidemment de ce qui se passe de l'autre côté aussi de la Méditerranée, n'est-ce pas François Claus? Je sais que ça vous intéresse toujours au premier chef. Nous étions tout à l'heure avec Frédéric Ancel pour parler de la situation en Israël également. Merci beaucoup de ce tour de la Méditerranée.